Bon alors, quelle question va-t-on se poser aujourd'hui? Bah c'est logique, c'est quoi un séisme? Bonne réponse. Bon alors, qu'est-ce qu'un séisme? Déjà, rappelons-nous de ce que j'avais dit dans la première vidéo sur les volcans. Il faut savoir que la croûte terrestre est divisée en plusieurs parties que l'on appelle des plaques tectoniques. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié cette blague. Bon, donc en gros l'idée c'est que la croûte terrestre est divisée en plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme les pièces d'un puzzle. Mais souvenez-vous de ce que j'avais dit, ces plaques ne sont pas immobiles, elles bougent. Alors pourquoi elles bougent? Bon, pour faire simple, en fait c'est parce que les roches magmatiques situées dans le manteau terrestre entrent parfois en mouvement, créant ainsi des courants de convection qui entraînent avec eux les plaques qui se trouvent au-dessus. Voilà. Certaines de ces plaques tectoniques se rapprochent, d'autres s'éloignent, d'autres encore glissent les unes sous les autres ou les unes à côté des autres, et il arrive même parfois qu'il y en ait qui rentrent en collision. En fait, l'endroit où les plaques se rencontrent... Vas-y, tais-toi là. Vas-y, tais-toi. Ferme ta ferme bien ta et critique pas mon Bob. Bon. Merci. Bon alors tu vois poto là, t'as deux plaques. Toi t'as la plaque tecto, je sais pas quoi, puis t'as l'autre plaque. Et en fait la première plaque elle rentre dans la deuxième. Sauf que la deuxième du coup elle se vénère. Et du coup elle reprend la première, sauf que la première elle se vénère aussi. Et du coup ça part en fight et tout. Et là elle se battent et tout. Sauf que là à ce moment là il y a les keufs qui débarquent. Et sauf que les autres plaques elles veulent pas la ranger, t'as vu? Du coup ça se bat contre les keufs. Et du coup là ça donne n'importe quoi et tout, il y a des culs de feu. C'est la guerre, tu vois, c'est la guerre. Excuse-moi, en fait en vrai c'est pas trop ça, non? Ah. Bon, je reprends. En fait, l'endroit où les plaques se rencontrent s'appelle une faille. À cet endroit précis, les roches dures, qui sont situées entre 0 et 15 km de profondeur, résistent au mouvement des plaques, se déforment et accumulent énormément d'énergie jusqu'à ce que la faille cède. Et alors là, c'est le séisme. Alors bien souvent, l'énergie accumulée est libérée par à-coups, ce qui explique pourquoi il y a plusieurs secousses lors d'un tremblement de terre. Il faut néanmoins préciser que ces secousses peuvent être espacées de quelques secondes à plus d'1 an et que les secousses secondaires sont la plupart du temps plus faibles que la secousse principale, à de rares exceptions près. Le lieu, situé entre 0 et 700 km de profondeur où la rupture des roches se produit, s'appelle l'hypocentre ou le foyer, à ne pas confondre avec l'épicentre qui lui est le point de la surface terrestre situé pile à la verticale de l'hypocentre. L'épicentre est en fait l'endroit où le séisme est le plus dévastateur, car c'est le point de la surface le plus proche du foyer. Alors pour mieux comprendre, détaillons un petit peu le déroulement d'un tremblement de terre. Lorsqu'au niveau du foyer la faille cède, l'énergie accumulée est libérée sous la forme d'ondes de choc. Ces ondes de choc partent dans toutes les directions et remontent jusqu'à la surface où elles font onduler le sol un peu de la même manière que l'eau qui ondule dans une flaque lorsque l'on y jette une pierre. L'épicentre est donc logiquement l'endroit de la surface que les ondes atteignent en premier, car il est situé pile poil au-dessus du foyer. C'est également là que les ondes sismiques sont les plus fortes, car elles n'ont pas encore eu le temps de se dissiper. Bon, tout cela explique pourquoi il ne vaut mieux pas se trouver sur l'épicentre au moment d'un tremblement de terre. Tiens, on peut préciser rapidement qu'il existe plusieurs types d'ondes sismiques. Certaines engendrent des mouvements du sol verticaux, et d'autres, qui sont les plus dangereuses pour les bâtiments, engendrent des mouvements du sol horizontaux. Les murs, les plafonds et toute la structure des habitations sont alors balancés de gauche à droite et risquent de s'effondrer. Alors maintenant, parlons un peu, si vous le voulez bien, ou si vous le voulez pas, enfin du coup ça sert à rien. Bref, parlons un peu de la détection et de la mesure des séismes. On détecte et on quantifie, c'est-à-dire on mesure, un séisme grâce à un sismographe, un appareil qui enregistre les vibrations à la surface de la Terre. En rassemblant les données de plusieurs sismographes, on peut réussir à localiser très précisément le foyer d'un séisme, son épicentre, etc. On peut également déterminer sa magnitude. Bon et là normalement tout le monde se pose la question, oh c'est quoi la magnitude et tout à moins que vous ne le sachiez déjà. Bon alors pour ceux qui ne le savent pas, la magnitude est en fait tout simplement la mesure de l'énergie totale d'un séisme. Elle peut être réalisée selon plusieurs échelles, comme par exemple l'échelle de Mercalli ou l'échelle de Rossi, même si plus généralement on utilise l'échelle de Richter. Cette échelle a été créée au milieu du XXe siècle par Charles Francis Richter,
un sismologue et un professeur de sismologie américain très réputé, et par son collègue Beno Gutenberg. Ah oui, il fallu qu'il a inventé l'imprimerie. Non, non, un autre Gutenberg. Celui dont tu parles, c'était il y a un peu longtemps quand même. Ainsi, les plus gros séismes jamais enregistrés depuis 1900 sont le séisme de Kamtchatka en Russie en 1952, d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, le séisme du Japon en 2011, d'une magnitude de 9 également, le séisme d'Alaska en 1964, d'une magnitude de 9,2, le séisme de l'océan Indien en 2004, d'une magnitude de 9,4, et enfin le séisme de Valdivia au Chili en 1960, qui était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, et qui est en fait non seulement le plus gros séisme jamais enregistré depuis 1900, mais surtout le plus gros séisme jamais enregistré de l'histoire. Bon, vous l'avez compris, ces séismes ont tous été de grandes catastrophes naturelles, faisant malheureusement chacun des milliers de morts et de blessés. Seulement parfois, lorsqu'ils ont eu lieu en mer, ils ont en plus généré des vagues gigantesques que l'on appelle des tsunamis, comme par exemple en 2004 dans l'océan Indien ou en 2011 au Japon. Ces tsunamis se sont même parfois révélés encore plus dévastateurs que les tremblements de terre eux-mêmes, ravageant les côtes des pays qu'ils ont touchés. Alors vous noterez qu'aujourd'hui encore il est quasiment impossible de prédire un séisme et donc un tsunami, car on ne peut se baser vraiment pour l'instant que sur des données statistiques. En effet, on connaît les différentes failles existantes dans le monde, comme par exemple la faille de San Andreas en Californie, et on peut arriver à prédire à peu près à long terme un tremblement de terre. Seulement on ne peut pas encore savoir le lieu et la date précise de ce tremblement de terre, et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se produit, il y a toujours d'importants dégâts et beaucoup de victimes, malgré les mesures de prévention prises au préalable et les constructions parasismiques qui sont normalement faites pour résister au séisme. Enfin, pour finir cette vidéo, il faut que vous sachiez qu'il existe en fait d'autres types de séismes que celui dont je vous ai parlé depuis le début. En effet, depuis tout à l'heure, je n'évoquais que les séismes tectoniques, car ce sont les plus connus, les plus fréquents, les plus forts, et ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les catastrophes naturelles liées au tremblement de terre. Mais il existe en fait 3 autres types de séismes. Les séismes volcaniques, qui surviennent un peu avant l'éruption d'un volcan et qui servent du coup à prédire les éruptions volcaniques. Les séismes polaires, qui sont en fait, pour faire simple, des séismes dus aux avancées irrégulières des glaciers et qui ne se ressentent pas qu'au pôle Nord mais dans le monde entier. Et enfin les séismes d'origine artificielle qui sont dus aux activités humaines telles que l'extraction minière, les barrages et l'explosion de bombes atomiques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur tous les sites, les forums, enfin surtout internet quoi. N'hésitez pas non plus à lâcher votre petit commentaire en dessous de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car comme ça, vous serez protégé des séismes.